Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre magazine Ça fait l'actualité. Octobre Rose, une campagne mondiale de sensibilisation au dépistage et à lutte contre le cancer du sein. En Côte d'Ivoire comme ailleurs, c'est une maladie qui représente un véritable défi de santé publique touchant des milliers de femmes chaque année. Quel est l'état des lieux? Quelle est la qualité de la prise en charge? Quels sont les dispositifs médicaux disponibles? Quelles sont les avancées en matière de traitement? Comment améliorer l'accès aux soins pour toutes ces femmes? Et ça fait l'actualité. Des personnes ressources en studio, ça vous vous en doutez. Mais juste avant, nous avons un élément de reportage qui est signé Konesiaka. Séance de fitness au stade de la haute fréquence de la RTI à Cocody. Au rendez-vous, environ 400 participantes, essentiellement des agentes et épouses des agents de la RTI. Cette édition 2024 d'Octobre Rose est initiée par le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, REP-MASSI. Nous avons organisé cette activité de fitness pour lutter contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Beaucoup de nombreuses femmes dans le monde en Côte d'Ivoire sont victimes de cette maladie. Il est temps que nous disions non à ces fléaux-là. La séance de fitness a été précédée d'une journée de dépistage et de sensibilisation sur l'intérêt du dépistage précoce. Le REP-MASSI a aussi bénéficié du soutien de l'association des sages-femmes ivoiriennes ASFI. Il ne fallait pas rester en marge de ce mois d'Octobre Rose qui magnifie les femmes et qui prévient aussi les femmes sur le danger du cancer du sein et du col de l'utérus. Pendant 2 jours, les sages-femmes seront aux côtés des femmes journalistes pour le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et aussi leur montrer comment se fait dépister le sein chaque mois. Point important de cette édition, une caravane rose, c'est une exposition d'œuvres relatives au cancer du sein et du col de l'utérus. Dans la sous-région ouest africaine, la mortalité par cancer du sein se situe à 50%. La Côte d'Ivoire enregistre 54% de décès. Le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes en Côte d'Ivoire. Pourtant, dépisté tôt puis prise en charge à temps, cette pathologie peut être guérie. De retour en studio, nous recevons nos invités. Le professeur Mokhtar Touré, bonsoir professeur. Bonsoir madame. Vous êtes cancérologue. Oui, bien sûr. Vous êtes également professeur, enseignant, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tout à fait, c'est exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame Bintou Sanogo. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la coordinatrice nationale du REMAPSEN. C'est ça. Qui est donc le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. C'est bien ça. Vous êtes journaliste également. Oui, journaliste à la RTI, précisément Radio Côte d'Ivoire, où je suis en charge de l'émission de santé, qui est Santé Plurielle. D'accord. Et en même temps, chef du service production. Je vous remercie d'être là. On vous a vu bien positionné dans les images de l'élément de reportage, donc vous êtes très actif et il y a une grande implication, par exemple, du monde du personnel de la RTI. Oui, absolument. C'est une question en tant que journaliste qui ne doit pas nous laisser de marbre. Parce que d'abord, en tant que femme, nous sommes concernés au premier plan, en première ligne, en ce qui concerne les cancers de la femme. Et quand on est organisé en association de journalistes engagés pour la cause de la santé, la lutte contre le cancer doit être, on va le dire, l'un de nos leitmotivs pour que nous puissions parler d'une même voix au niveau de la presse ici en Côte d'Ivoire et pouvoir sensibiliser de façon idoine les populations de façon générale. Donc Octobre Rose, c'est une activité que nous mettons en valeur chaque année dans notre plan d'action. Et cette année encore, nous avons sacrifié à la tradition. D'accord, c'est entendu. Professeur Touré, oui. Alors, le cancer du sein, comment est-ce qu'on définit le cancer du sein? Alors, d'abord, je voulais vous remercier pour l'insigne honneur que vous me faites à chaque fois de venir sur ce plateau. Donc, merci à la RTI 1. Alors, le cancer est une maladie de la cellule. La cellule, c'est la plus petite entité de l'organisme vivant. Ce sont les cellules du sein qui vont avoir un dysfonctionnement du fait de facteurs agresseurs.
Et lorsqu'elles vont dysfonctionner, elles vont avoir un comportement qui est celui de se multiplier, de se diviser de façon anarchique, alors qu'elles doivent se diviser de façon normale. Elles ont un mode de fonctionnement normal. Donc elles se multiplient de façon anarchique, elles n'obéissent plus au système de régulation du milieu intérieur, elles acquièrent une caractéristique qui est fondamentale, elles deviennent immortelles alors qu'elles doivent mourir pour se renouveler. Et comme elles deviennent immortelles, elles se nourrissent de l'oxygène qui se trouve dans le sang, détruisent les autres tissus du sein et progressent à distance pour se localiser dans divers autres organes pour constituer d'autres cancers qu'on appelle métastases. Et c'est la métastase qui fait la gravité du cancer parce que c'est la métastase qui entraîne la mort du sujet qui porte le cancer. En d'autres termes, ce sont des cellules qui se multiplient de façon anarchique, incontrôlée, comme des cellules folles et qui vont détruire tout ce qu'il y a autour et qui vont progresser de là où elles ont pris naissance pour arriver dans d'autres organes via la circulation sanguine pour constituer d'autres cancers, pour constituer un cancer généralisé. Alors, on a bien compris ce que vous nous avez dit, mais comment on attrape le cancer du sein? Qu'est-ce que la femme fait pour mériter d'attraper le cancer du sein? Le sein est un organe. Oui. En Afrique subsaharienne, actuellement, on est en pleine période de transition épidémiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20 ans, c'était des maladies infectieuses tropicales. Sida, VIH-Sida, tuberculose, paludisme et tout ça. Et puis, il y a des groupes qui se sont mis en place, qui ont travaillé. Aujourd'hui, on a des cas qui baissent. Et contrairement à ça, on a une montée en puissance des maladies chroniques non transmissibles. Diabète, hypertension artérielle et cancer. Et le cancer, aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité dans le monde avant les maladies cardiovasculaires. Le cancer peut toucher à toutes les couches socio-professionnelles, hommes âgés, enfants, femmes. Tous les organes peuvent être le siège d'un cancer. Il n'y a pas de cause avérée. Il y a des facteurs de risque. D'accord. Il faut faire attention. Il n'y a pas de cause avérée, il y a des facteurs de risque. Et les facteurs, ce n'est pas parce que vous avez un facteur que vous allez avoir un cancer du sein. Mais la détermination de ces facteurs de risque permet d'identifier un profil de femmes sur lesquels on va faire une surveillance accélérée. Donc, dans le cancer du sein, il n'y a pas de cause, il y a des facteurs que je peux citer. S'il vous plaît. 1. La puberté précoce avant l'âge de 9 ans. 2. La ménopause tardive après 55 ans. 3. La première grossesse à terme supérieure à 35 ans. Il faut vite faire ses enfants. 4. L'obésité et la sédentarité. Ces facteurs que je viens de citer sont des facteurs qui entraînent la production de graisse et donc la production d'hormones oestrogéniques. Donc, il y a une imprégnation de l'oestrogène. On peut avoir des inflammations qui peuvent entraîner le cancer. À côté de cela, il y a le tabac, qui peut être un facteur de risque. Et puis, dans 3% des cas, le cancer du sein chez la mère ou la sœur multiplie le risque par 3. Mais ici encore, je voudrais faire une nuance. Ce sont des travaux chez les caucasiens. J'aime pas trop le thème race blanche, mais ce sont des travaux chez les sujets de race blanche qui nous donnent ces facteurs de risque. Et on le calque par rapport aux référentiels internationaux. Mais nous, quand on regarde les données de vraie vie chez nous ici, les femmes, elles ont leur puberté à 12 ans, elles ont beaucoup d'enfants. Donc, il y aurait des facteurs propres à la femme africaine de race noire, d'où l'intérêt d'études qui sont en cours actuellement pour voir les vrais facteurs de risque inhérents à la femme africaine de race noire. Mais là, ce sont des facteurs que je viens de citer de la littérature occidentale. On l'applique actuellement. On n'a pas forcément calqué au détail. Tout à fait. Donc, c'est cette nuance-là que je voulais... Vous avez dit 4 choses fondamentales. Oui. La puberté précoce. La ménopause tardive. La ménopause tardive. La première grossesse à terme supérieure à 35 ans. Donc, généralement, ça dit... Il faut faire ses enfants. Voilà, ça dit qu'en fait, le fait de ne pas faire ses enfants nous permet d'avoir une imprégnation oestrogénique. Parce qu'accoucher fait chuter les hormones. Donc, quand on a des oestrogènes qui sont imprégnés dans l'organisme avec les phénomènes inflammatoires que ça crée, ça rentre dans des fonctionnements, une cascade de réactions qui peut à la longue entraîner. Donc, voici ces facteurs-là. Donc, les facteurs de risque du cancer du sein sont inscrits à l'intérieur de l'organisme. Comme dirait l'autre, c'est de la faute à pas de chance. Ce n'est pas parce que vous avez commis un acte particulier en dehors du tabac que vous allez avoir forcément un cancer du sein. On dit que les facteurs de risque sont inscrits dans le génome de la cellule. Parce que le cancer, c'est une maladie de la cellule. Voilà. Je vais donner la parole à Mme Bintou Sanogo, mais juste avant, pourquoi le cancer du sein, c'est que pour la femme? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont le cancer du sein? Le cancer du sein survient dans 99% des cas chez la femme, mais dans 1% des cas, le cancer du sein survient chez l'homme. C'est les mêmes facteurs de risque, c'est les mêmes méthodes thérapeutiques. Chez l'homme, c'est encore, au plan observationnel, c'est encore plus agressif, avec une dissémination beaucoup plus précoce. D'accord. Voilà.
Madame Bintou Sanogo, je pense que c'est des choses qui vous sont très familières. Vous travaillez sur le sujet depuis... Oui, on va dire une vingtaine d'années maintenant. Une vingtaine d'années. Et surtout que l'un de nos formateurs est juste à côté. On a eu une séance de renforcement de capacité en 2017. Il en était le formateur. Et on était environ une trentaine de journalistes. Donc je veux dire, nous connaissons la thématique. Nous sommes là pour vulgariser justement tout ce qui est fait pour que les populations aient l'information sur le cancer. D'accord. Vous êtes la coordonnatrice nationale du REMAPSEN et donc vous êtes à l'aise pour nous dire un peu dans le cadre, donc c'est une ONG. Oui. Dans le cadre de l'ONG, qu'est-ce que vous avez observé d'abord, quel est le point que vous faites par rapport au combat que vous menez pour la sensibilisation et tout? Et puis, en 2024, combien de cas, par exemple, dans le cadre de l'ONG, ont été identifiés de femmes? Et puis, combien on peut être, par exemple, sauvés? D'accord. Alors, je veux revenir un peu en arrière. Après donc nos renforcements de capacité, nous avons donc monté des projets que nous avons soumis à des partenaires qui ont accepté de nous accompagner et nous accompagner, nous les journalistes. Nous nous sommes mis ensemble et nous avons donc fait le tour de nos rédactions pour que nos membres, nos confrères dans les différentes rédactions aient également l'information sur le cancer et être donc à même de pouvoir véhiculer l'information dans leurs organes de presse respectifs. C'est-à-dire, si tu es un journaliste spécialisé en santé, que tu dois faire une émission radio ou télé, ou même tu dois faire un papier dans la presse numérique ou la presse écrite, il faut que toi-même, tu aies quand même un background en la matière. Tu ne fais pas de toi un spécialiste, hein, mais au moins tu sais de quoi tu parles et tu pourras mieux orienter soit ta production ou ta publication afin que l'information ne soit pas tronquée. mais concrètement, qu'est-ce que vous avez constaté cette année? Ce qu'on a constaté, c'est que les femmes ignorent dans la plupart du temps le cancer. Je vais parler du cancer du sein ou même du col de l'utérus. Nous avons sillonné quelques marchés. Quand vous leur en parlez, elles en ont déjà entendu parler, mais elles ne savent pas concrètement ce que c'est et même qu'il faut aller à un dépistage précoce. Ça, par exemple, ce sont des informations que nous véhiculons quand nous allons, par exemple, sur le terrain, quand nous sommes également sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, vous avez demandé quelques chiffres. Pour cette année 2024, la première activité que nous avons menée, c'était justement ici, dans la cour de la RTI. Je voudrais remercier pour ce faire le directeur général de la RTI qui a mis vraiment les moyens à la disposition donc, des sages-femmes ivoiriennes et nous-mêmes, le REMAPSEN, pour pouvoir mener à bien ces 2 jours d'activité. Alors, il faut dire que ce ne sont pas les femmes de la RTI seulement qui ont été dépistées. Il y a eu également les épouses des agents de la RTI et même les femmes qui se trouvent dans notre environnement. On a invité toutes ces femmes à venir. Nous avons pu dépister sur 2 jours 212 femmes. Et sur les 212 femmes, on a 9 cas de nodules dans les seins. Et on a... Nodules dans le sein, c'est... Bon, le professeur pourra bien expliquer, mais ils nous ont dit... ils nous ont dit que les spécialistes qui étaient avec nous ont dit que ce sont des boules qu'ils ont vues dans les seins. Très bien. Voilà. Et puis, il y a eu 6 cas au niveau des quelques suspicions, hein, c'est pas avéré, mais des suspicions de petites cellules que les sages-femmes ont observées. Donc on peut dire que cette opération a été très importante parce que on a le sentiment qu'on a quand même sauvé des vies parce que si on ne l'avait pas faite, cette opération, ces personnes allaient se promener avec tout ce qu'on vient de citer là. Ce n'est pas avéré. Hein. Il faudrait que, in fine, ces personnes-là, nous les avons donc référées pour qu'elles partent pour des examens complémentaires pour infirmer ou confirmer s'il s'agit éventuellement de cas de cancer. Professeur, en Côte d'Ivoire, combien de femmes, je pense, 2024 ou 2023, peut-être si vous avez des chiffres, sont... Oui, on a les derniers chiffres de 2022, Globocam 2022, c'est 3860 nouveaux cas. Quand on dit nouveaux cas, c'est de janvier à décembre. Donc on a 3860 nouveaux cas de cancer du sein avec plus de 2600 décès par an. C'est beaucoup. Alors, la vraie problématique de ces chiffres, c'est que, parce que quand on vient parler de Octobre Rose de cancer, il faut soulever les vraies problématiques. Il faut se poser les bonnes questions. Ce sont des chiffres qui paraissent sous-estimés. Parce que, pour qu'on puisse dire que c'est un cancer, il faut un diagnostic de confirmation. Quand je prends de Tengrela à Grand Laou, de Toulepleu à Bangourou, je pense qu'il y a beaucoup de décès de cancer qu'on ignore. Donc, ce sont des chiffres. Beaucoup d'efforts ont été faits depuis 2011 jusqu'à maintenant pour pouvoir collecter les données. Ça reste difficile. On a inclus aujourd'hui dans le Globocam pour donner des chiffres, mais c'est des chiffres qu'on donne
mais ces chiffres qui pourraient être sous-estimés. Il nous faut encore des outils importants pour pouvoir aller de l'avant et avoir les chiffres. Sinon, c'est 3861 nouveaux cas, avec plus de 2600 décès de cancer du sein. Alors vous disiez quelque chose de fondamental quand on préparait l'émission, c'est qu'il y a plusieurs stades donc, de cancer, et plus c'est décelé tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Oui, ça me paraît fondamental. Parce que le véritable problème en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire en particulier, il faut aller vers le dépistage. Parce que quand on dépiste tôt, on a des petits cancers et on les traite, on guérit. Le dépistage, c'est quoi? Ça dit qu'on vient, on fait un certain nombre d'examens cliniques, et puis on fait un certain nombre d'examens cliniques bien codifiés, d'examens cliniques et de la mammographie, et on trouve des petits cancers où on peut agir pour pouvoir guérir le malade. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la chimiothérapie, la radiothérapie, les traitements dont on parle, c'est indiqué pour des cancers déjà avérés, avec comme objectif d'améliorer la survie souvent, le confort, sans prétention de guérison, contrôler la maladie. Mais si on dépiste tôt et qu'on a des petits cancers, on a des cancers localisés, on peut traiter. Alors, ce qu'il est important de dire, c'est que le cancer, il n'y a pas un cancer du sein. Il y a des cancers du sein. Je caricature. Le cancer du sein de X femme est différent du cancer du sein de Y. Parce que le cancer du sein, il y a un stade 1, il y a un stade 2, il y a un stade 3, il y a un stade 4. Le traitement du stade 1 est différent du stade 2 et 3, et le traitement du stade 2 et 3 est différent du traitement du stade 4. On traite en fonction des stades et les objectifs sont en fonction du stade. Ça, c'est un côté. De deux côtés, même chez une femme, il y a des cancers du sein A, il y a des cancers du sein B, il y a des cancers du sein C. Juste pour dire qu'il n'y a pas un cancer du sein, il y a des cancers du sein. Pourquoi? Parce que le cancer du sein est le cancer. Est l'un des cancers, sinon le cancer qui a bénéficié d'importantes avancées ces 10 dernières années. Mais énormissime. Maintenant, on ne dit plus c'est un cancer du sein. On dit c'est un cancer du sein type A, ou type B, ou type C. Mais les avancées dont vous parlez, est-ce que, in fine, c'est pour éviter la mort? Donc ça veut bien dire sûr, que le cancer est maîtrisé, ou bien il faut toujours dépister tôt? Mais attention. Le postulat, il faut dépister tôt et en guérir. Ça, c'est ce. On peut arrêter l'émission là. Il faut dire aux femmes, on dépiste tôt, on guérit. D'accord. Elle vous regarde, dites-le. Voilà. Je leur dis que dépister tôt, on en guérit. C'est le slogan actuellement. C'est Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation. Il y a une culture d'Octobre Rose qu'on doit savoir un peu. Mais quand on parle d'Octobre, je vois beaucoup de gens parlent, mais il faut savoir un peu Octobre Rose, c'est quoi un peu. Et puis, on dépiste tôt, on guérit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une gouvernance propre du cancer, ça se voit. Mais il faut faire avancer les choses dans le sens de l'amélioration. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont formés pour ça. On vit plus longtemps, mais les outils diagnostiques traînent un peu le pas. Mais il faut faire avancer les choses. Donc, tout ce qu'on dit, le résumé, c'est de dépister tôt pour traiter et en guérir. On dit que c'est un traitement curateur. Vous comprenez? Parce que quand c'est avancé, on rentre dans des traitements pour améliorer la survie et le confort sans prétention de guérison. Vous comprenez? Voilà. Mais comme parce que vous avez dit quelque chose qui m'interpelle, qu'il y a eu des avancées énormissimes, c'est-à-dire... J'en viens. Mais je veux dire... Techniquement. Avant... Peut-être pas techniquement, mais... Pas techniquement. Comment on peut comprendre? Avant, vous avez une boule dans le sein, on pique dans la boule, et puis on dit vous avez un cancer du sein, allez-y voir votre médecin qui va vous traiter. Aujourd'hui, on dit, on pique dans le sein, on dit c'est un cancer du sein. On recherche d'autres éléments parce qu'on a découvert des médicaments maintenant qui permettent de détruire ces différents gènes qu'on vient de trouver. Sans opération, en fait? Pas forcément sans opération. Okay. Quand c'est des stades localisés, où c'est petit, on opère. Quand c'est des stades intermédiaires, c'est un projet de traitement. Il y a beaucoup de méthodes, et quand c'est des stades avancés. Donc, aujourd'hui, quand on dit qu'une femme a un cancer du sein, on va plus loin pour chercher à savoir c'est quel type de cancer. Je comprends bien. Parce que pour X est différent de Y. Et quand on dit elle a un cancer du sein X, ou elle a un cancer du sein A, on dit on a découvert des médicaments pour détruire A.
Quand on dit qu'elle a un cancer du sein B, on dit on a découvert des médicaments pour détruire B. Et quand on dit qu'elle a un cancer du sein C, on a découvert, mais malheureusement, ce sont des médicaments, on en viendra au volet thérapeutique, ce sont des médicaments dont l'accessibilité est difficile. Voilà. D'accord. Effectivement, ce sera notre chapitre suivant, mais juste avant, j'aimerais demander à Mme Bintou Sanogo, qui est donc journaliste spécialisée en santé, donc dans le groupe RTI. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de la campagne dans laquelle vous vous êtes impliqué, par exemple le mois d'octobre rose, et puis quelles sont les grandes actions qui ont été menées depuis le début du mois d'octobre? Et puis je pense que ça ne va pas se limiter qu'au mois d'octobre. C'est ça. Allez-y. Absolument. Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit précédemment, c'est une activité qui est inscrite dans notre plan d'action. Et on n'attend pas forcément octobre pour communiquer autour de la question du cancer. Nos membres, à travers donc leurs médias respectifs, depuis le 1er octobre jusqu'à la fin du mois d'octobre, font des papiers, font des émissions, des sensibilisations, reçoivent des spécialistes dans leurs différentes émissions pour apporter l'information aux populations. Donc ça, c'est le premier axe. Et là, on tient vraiment à ce que, on appelle ce projet même les antennes roses. Donc on met tout en rose, on met tout en rose. Donc nos antennes deviennent des antennes roses, les publications deviennent roses. Donc tous les journalistes qui sont membres du réseau et même ceux qui ne sont pas membres font passer l'information. Et ça ne s'arrête pas là. Nous avons des activités terrain comme celle que nous avons faite ici à la RTI, mais nous sommes également sollicités pour faire des activités, même à l'intérieur du pays. Nous avons nos démembrements sur le terrain là-bas qui sont sollicités par des structures, des entreprises privées ou même publiques pour pouvoir les accompagner côté communication, parce que maintenant, comme le professeur le disait, c'est une activité que tout le monde a mis dans son planning désormais. On sait que dès que Octobre Rose arrive, il y aura des activités. Donc nous, notre rôle, c'est justement d'accompagner sur le plan médiatique toutes ces structures-là qui font beaucoup d'activités. Et même nous-mêmes, on n'est pas en marge de cela. On les accompagne, mais nous aussi, on fait la mise en œuvre aussi des activités. Voilà qui est clair. Alors, la femme comprend bien que... À partir de quel âge il faut se faire dépister, professeur? À partir de 40 ans. 40 ans. À partir de 40 ans, il faut faire un certain nombre d'examens, dont la mammographie. Alors, la majorité de la population africaine est jeune. Quand on prend les recensements des populations en Afrique, ici, on a le même profil. Quand on prend les recensements, 70%, 80% de la population est jeune. Donc, quand on dit le cancer du sein survient chez les sujets jeunes, il faut nuancer un peu, parce que nos populations sont jeunes. Parce que le cancer il est plus agressif chez les sujets jeunes. Donc, nous, en Europe, par exemple, c'est après 50 ans, il faut faire la mammographie. Nous, on est descendu à 40 ans, il faut déjà faire votre mammographie. On a parlé d'auto-examen des seins. C'est un débat. Il y a deux écoles. Il y a des écoles qui disent, mais puisque sur 10 boules dans le sein d'une femme, sur 10 boules, 9 boules sont des tumeurs bénignes. Parce qu'il ne faut pas non plus faire ce qu'on appelle la cancérophobie. Toutes les boules du sein ne sont pas des cancers. Il faut qu'on soit d'accord. Sur 10 boules, une seule boule est un cancer. D'accord. Donc, ceux qui pensent que l'autopalpation n'est pas une bonne chose, ils se disent, bon, on va tomber sur 100 boules dans le sein qui ne sont pas des cancers, comment on fait? Mais nous, en Afrique, ici au sud du Sahara, on a mis ça dans nos référentiels, il faut le faire. Donc, il faut faire l'auto-examen des seins. Cet auto-examen est fonction du statut ménopausique. Lorsque vous n'êtes pas ménopausé, vous attendez au 8e, 9e jour après les menstrues, parce qu'au cours des menstrues, il y a une modification au niveau des seins. Vous attendez, vous faites votre autopalpation. OK. Ensuite, deuxième élément, c'est une triptyque, c'est de faire un examen régulier chez un médecin une fois par an. L'examen médical. Parce que l'examen médical, en termes techniques, il est au-dessus de l'autopalpation. Et puis la mammographie, après 40 ans. La mammographie, c'est après 40 ans. Vous faites 3 mammographies espacées de 1 an. Si les 3 mammographies espacées de 1 an, ça veut dire que vous faites aujourd'hui le 18. C'est normal. Le 18 2025, vous le faites. 2026, vous le faites. C'est normal, vous faites tous les 4 ans. C'est ce qu'on dit. La mammographie, c'est le maître examen qui permet de détecter les lésions même bénignes. Il faut faire sa mammographie. Voilà. Mais après, à partir de 40 ans. De toute façon, avant 30 ans, la mammographie ne détecte pas les lésions vraiment. Voilà. Donc, c'est après 40 ans. Alors, parlons de prise en charge. Comment ça se passe? Est-ce que c'est payant de se faire dépister en dehors des périodes où on en parle beaucoup, de forte sensibilisation? Est-ce que c'est payant de se faire dépister? Deuxièmement, est-ce que ça coûte cher de se faire prendre en charge? Et ensuite, le traitement, la prise en charge pourrait aller jusqu'où?
Quand on parle de prise en charge, il y a 2 volets essentiels. Il y a la prise en charge diagnostique et puis il y a la prise en charge traitement thérapeutique. La prise en charge diagnostique, il faut des moyens pour pouvoir confirmer ou infirmer le cancer. Donc ça nécessite la formation des hommes et ça nécessite des outils diagnostiques. Je vous ai dit qu'il y a eu un développement énorme. Il faut que nous, on se mette aux critères internationaux de prise en charge. Fort heureusement, on commence à en avoir. Ça reste insuffisant. On n'a pas beaucoup de personnel pour diagnostiquer. C'est maintenant que les jeunes Ivoiriens sont en train de se former, en train de remplir, se former un peu. OK, les outils diagnostiques arrivent. Donc, on en fait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut diagnostiquer le cancer du sein. C'est l'un des cancers les plus faciles à diagnostiquer. Et puis, on peut à partir de ce cancer-là, sortir les sous-types. Donc, on a toute la panoplie pour prendre en charge. Une fois qu'on a cette panoplie pour prendre en charge, deuxième élément fondamental, il faut que les spécialistes se réunissent pour décider du traitement spécifique pour un patient tel, pour un patient tel, pour un patient tel. Deuxième élément. Troisième élément, maintenant, on rentre dans le traitement proprement dit. Dans le traitement, il y a 2 entités. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans le traitement du cancer du sein. Beaucoup de méthodes. La chirurgie est un traitement dans les sommes localisées. La radiothérapie est un traitement. La radiothérapie est un élément essentiel dans le traitement du cancer du sein. Quand on écoute tous les spécialistes, quand on partage notre expérience et on reçoit l'expérience des autres à Abidjan et à l'extérieur, on nous dit qu'un pays comme la Côte d'Ivoire a besoin peut-être de 7 centres de radiothérapie. Aujourd'hui, on n'en a qu'un centre public. Donc la demande peut être forte. Donc l'offre peut ne pas être... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prise en charge en tant que tel. Voilà, donc il n'y a pas de prise en charge. Les améliorations aussi concernent le diagnostic. Voilà, le diagnostic, mais le traitement, j'arrive. Et puis après, il y a la chimiothérapie. Alors, il y a des traitements innovants qui sont pris en charge par l'État. Donc le malade ne paye pas, ça coûte cher, mais la chimiothérapie, elle est encore payante. Donc le malade paye ses médicaments de chimiothérapie. Mais il y a des médicaments qui coûtent cher également, mais qui sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire parce que le malade il reçoit gratuitement son médicament. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on associe souvent, juste après ça on va devoir conclure, chacun d'entre vous, pourquoi est-ce qu'on associe souvent le cancer du sein au cancer du col de l'utérus quand on en parle? Pourquoi? Non, on n'associe pas. Chez nous, quand on dit associé, c'est comme s'il y a des facteurs, les mêmes facteurs. Le cancer du sein peut être associé en termes génétiques au cancer de l'ovaire. Mais on parle souvent de cancer du sein et de cancer du col de l'utérus, c'est les 2 premiers cancers de la femme. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme, la première cause de mortalité. Le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer de la femme et la 2e cause de mortalité. Donc quand elle va se faire dépister, elle fait les 2 en même temps? Oui, le cancer du col de l'utérus, c'est un modèle de prévention et de guérison. Parce qu'on connaît la cause. Lui, on connaît sa cause. C'est HPV et deuxièmement, c'est le tabac. On connaît l'histoire naturelle. HPV, c'est quoi? Le virus qui entraîne le cancer du col. Il s'attrape comment, ce virus? À l'établissement des premiers rapports sexuels. Il est bénin. C'est un virus qui est bénin. Il est bénin. Et puis c'est lui qui devient... Oui, il est bénin, mais il y a une souche qui est la souche 16 et 18, parce qu'il y a près de 45 à 60 souches. Quand vous avez la souche 16 et 18, vous pouvez avoir le risque de développer un cancer du col. Mais lui, il est guérissable au stade précoce et puis il est dépistable. Vraiment, c'est un modèle de prévention. On peut le prévenir, on peut le guérir. Voilà. D'accord. Donc, si je cherche à synthétiser tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, madame, monsieur, ça veut dire que le cancer du sein, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de cas, mais lorsque c'est dépisté tôt, il y a une prise en charge, il y a un diagnostic assez précis qui est possible aujourd'hui. Oui. On a la technologie, on n'a pas suffisamment de formation, mais c'est en cours. Oui. Et puis, le modèle de guérison est tout à fait optimiste. Mais pour ça, il faut que la personne se fasse dépister tôt. Oui. C'est ce que ça veut dire. Dépister tôt, on en guérit. Dépister tôt et prise en charge, on en guérit. Pas une fatalité. Dépister tôt, on en guérit. Parce que le cancer est une histoire naturelle. Elle commence par un petit stade 1, elle arrive au stade 4. Donc quand on est au stade 1, 2, on en guérit. Mais quand on est au stade 4, malheureusement... Mais est-ce que le stade 4, on peut y arriver sans réaliser qu'on ne va pas bien? Malheureusement, on a des cas quand même où on arrive. Mais la plupart du temps, on a des cas où on est dans le déni. Le déni de la maladie et on laisse évoluer. L'histoire naturelle aidant, on arrive à ces stades-là. D'accord. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Je vais vous demander de conclure. Madame Sanogo, quel serait votre message, votre mot de fin? Oui, aujourd'hui, le message que le REMAPSEN Côte d'Ivoire veut véhiculer, c'est qu'aucune femme ne doit mourir du cancer aujourd'hui, que ce soit le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus, parce que le professeur l'a dit, si on dépiste tôt, on peut en guérir. Donc, nous encourageons les femmes au dépistage précoce. D'accord. Je remercie. Professeur?
Non, le cancer n'est pas une fatalité. Il y a des hommes pour prendre en charge. Excusez-moi, juste avant de conclure, il y a une idée qui me revient à l'esprit, qu'on me suggère également depuis la régie. Il y a eu une grosse polémique sur la succion du sein. D'abord, est-ce que le fait d'allaiter diminue les risques de cancer du sein, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que ce serait conseillé à une femme de favoriser la succion du sein? Non, je réponds tout de suite. L'allaitement maternel est un facteur protecteur. Le lait maternel est protecteur. Ça, c'est clair, c'est avéré clairement. Mais vous avez dit tout à l'heure que je suis un enseignant-chercheur. Je suis un médecin. Chez nous, c'est l'évidence base. C'est-à-dire que c'est sur des critères clairs et précis. Sucer le sein, il n'y a pas de corrélation entre sucer le sein et le cancer. Il n'y a pas de corrélation. Il n'y a rien de corrélé, en fait. Voilà. Donc, ce débat-là, non. Il n'y a pas de... Donc, c'est l'allaitement, en fait, c'est la montée de lait voilà. qui protège la femme. Donner le lait. Non, ce n'est pas la succion. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de rapport. Voilà qui est clair, madame, monsieur, voilà qui est très clair. D'accord. Je vous remercie de nous inviter. Nous sommes des techniques, nous sommes sur le terrain pour nous battre contre le cancer du sein. Oui. Et on a en Côte d'Ivoire, les ressources humaines se sont développées. Moi-même, je suis le directeur pédagogique de l'enseignement de la cancérologie. Les ressources structurelles commencent à venir, il y a des centres qui vont se créer, il y a des hommes. On vit plus longtemps aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première cause parce que les facteurs sont inscrits dans le génome de la cellule, mais on vit plus longtemps parce qu'il y a des hommes pour traiter. On dépisté tôt, on en guérit. Dans ma cohorte de patients de vraie vie, aujourd'hui, j'ai des femmes entre 35 et 50 ans qui vivent, qui sont guéries et qui sont sous surveillance. D'accord. Voilà. Je remercie infiniment. Et puis, c'est sur ce message d'espoir, mais surtout sur le fait qu'il faut absolument se faire dépister tôt. Et quand on est dépisté tôt, on en guérit. Donc, mois d'octobre, quelle prise en charge du cancer du sein en Côte d'Ivoire? Vous voilà informé. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous avoir suivis.